Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens. Car, comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. J'entends souvent les personnes qui viennent me voir se plaindre de ne plus arriver à perdre de poids, malgré tout ce qu'elles ont déjà mis en place. Et c'est pour cette raison que j'ai développé un programme d'accompagnement individualisé sur 3 mois, incluant la naturopathie, la réflexologie plantaire et l'énergétique. C'est la synergie de ces 3 disciplines qui fait l'efficacité de ce programme, afin de vous aider à transformer votre mode de vie et à réguler votre poids durablement, dans une optique de santé préventive. Vous bénéficierez en plus d'un suivi individualisé, et en cadeau, je vous offrirai 6 e-books de santé naturelle. Alors si vous aussi rêvez d'être enfin libéré de vos kilos superflus, profitez de cet accompagnement unique en vous rendant sur mon site www.anthonyvio.fr. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Delamonica, naturopathe, formateur et créateur de l'écolieu Les Jardins d'Anaël à côté de Figeac, dans le Lot. J'ai déjà reçu Jean-Philippe dans l'épisode 5, d'ailleurs n'hésitez pas à aller l'écouter. On y parle de naturopathie et de son écolieu. Mais aujourd'hui, je lui ai laissé carte blanche pour nous parler d'un thème philosophique qui nous tient à cœur tous les deux, le nouveau paradigme vers lequel l'humanité serait bien inspirée de se diriger si elle voulait espérer durer sur la planète, voire éviter de s'autodétruire. On s'éloigne un peu de la pure thématique de la santé, mais après tout, la santé, ce n'est pas que ne pas être malade, c'est également prendre soin de tout ce qui est vivant sur Terre. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast si vous l'appréciez, ou même à mettre des étoiles. Ça m'aide beaucoup à le faire connaître. Alors bonjour Jean-Philippe. Bienvenue dans le podcast La Santé par Nature. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc aujourd'hui avec toi, on va parler d'un sujet très holistique. On va parler des liens entre la santé individuelle, la santé de la société, la santé planétaire, et puis l'émergence d'un nouveau paradigme en termes de vision de la vie et de la santé. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a besoin que je me présente, Anthony, ou tu peux peut-être effectivement, parce que oui, j'aurais dû dire ça tout de suite. Tu as déjà participé au podcast. On a parlé de ton écolieu, on a parlé de pas mal de choses. Mais pour les personnes qui n'ont pas écouté l'épisode, peut-être ça serait bien effectivement que tu te présentes rapidement. Ok, alors très rapidement, bonjour à toi qui nous écoute. Je m'appelle Jean-Philippe Delamonica, j'ai 50 ans et je suis tombé dans la naturopathie à l'âge de 21 ans. Pas pour des questions tant de santé, mais plus par la recherche d'un idéal de vie et l'idée que ce monde, cette société, cette civilisation allait à sa perte tout simplement parce que une croissance dans un monde infini n'est pas possible. Donc j'ai eu une conscience écologique très très jeune, précoce, avec des questionnements existentiels aussi très très profonds. Et j'étais un peu comme dans le désert. Et quand j'ai découvert la naturopathie et son enseignement, avec sa vision de l'humanisme biologique, avec cette vision de remettre l'homme au cœur de la nature et repenser l'organisation sociétale en fonction des lois de la nature, ces lois de la vie, eh bien, ça m'a donné l'espoir qu'il était possible d'autre chose. Et c'est là où j'ai découvert qu'en fait, il y avait des cycles, on est des cycles dans les cycles, et que l'humanité était dans des cycles elle-même, et que nous étions à la fin d'un cycle et que nous commencions tout doucement à aborder ce nouveau cycle. Et on va parler justement de ce nouveau cycle, de ce nouveau paradigme qui se présente à nous. Voilà. Génial. Bah écoute, je te laisse lancer la Ouais, discussion ce qu'on veut, je lance et puis tu me dis, voilà, de toute façon on se connaît assez pour Ok. agir. Donc, le constat aujourd'hui que l'humanité s'est engouffrée dans une voie sans issue, je pense qu'il est assez bien partagé dans le domaine du monde scientifique, avec cette notion d'anthropocène, où c'est l'ensemble des écosystèmes qui sont perturbés, où l'activité humaine est devenue la première force de transformation de l'environnement sur Terre. Donc ça, c'est quelque chose qui est acté. Nous sommes rentrés collectivement dans une nouvelle ère. Je ne vais pas faire toute la liste des méfaits de notre civilisation, mais en fait tout ça, ça a un sens.
ça a un sens et on va en parler ensemble. C'est ce qu'on appelle l'émergence de la renaissance de la vision du sacré. Alors, on va faire pour ce-là, comment dire, on va aborder plusieurs notions. Et tout d'abord, il y a cette notion de la vision. C'est marrant parce que tu fais pas mal de choses autour de la vision, Oui, hein. exact. Et en tant qu'ancien pilote de ligne, tu as une très bonne vue, j'imagine. Oui, ça va. Je me débrouille. Donc, tu sais que avoir une vision, avoir une perspective, c'est important. Quand tu posais tes avions, c'est par exemple, tu as dû poser des avions à un moment donné au sol, dans le brouillard, j'imagine que c'est assez anxiogène, Ça hein. nécessite de la concentration. Ça nécessite de la concentration, voilà. Eh bien, là où il n'y a pas de vision, quand on parle d'une civilisation, au niveau collectif, eh ben, on dit que enfin, c'est pas on dit, c'est que le constat, c'est que toutes les grandes civilisations se sont développées avec une vision. Cette vision, elle a été généralement guidée par quelque chose de transcendant, quelque chose de plus grand que soi. Par exemple, si on prend les cathédrales, quand on pense que les cathédrales, elles ont été construites sur plusieurs générations, Mhm. il fallait avoir une vision. Il fallait avoir une vision collective, une organisation, une certaine vision de la civilisation. Et qu'en fait, cette vision transcendante, ça signifie quoi? Transcendante, ça signifie qu'on va aller au-delà de soi-même, qu'on va avoir un idéal qui va dépasser notre petite existence personnelle, notre petite vie égotique, notre petit jeu, pour toucher à quelque chose de bien plus grand qui va nous obliger à nous améliorer, à être différents, à progresser. Cette idée du progrès, tu vois. Et cette idée du progrès, on va voir que pendant très longtemps, elle a été corrélée. On va parler de corrélation, décorrélation, recorrélation à la vision du sacré. Ouh là là. Alors, peut-être certaines personnes qui vont nous écouter, qui vont dire, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a parlé de sacré, c'est terrible. Quel méchant mot. On va y venir. Cette vision d'avenir, à partir du moment où une civilisation perd cette vision créatrice connectée à quelque chose de transcendant, donc on revient dessus encore, transcendance, c'est d'être tourné vers quelque chose qui nous élève. Ok. Et si on regarde au niveau individuel, eh bien, l'enfant s'éduque dans cette vision transcendantale, de se dire, je vais essayer d'être meilleur, progresser, faire des études, peut-être avoir un niveau de vie supérieur à ce que mes parents avaient. Voilà, on est quelque part, c'est une forme de transcendance. Cette vision d'avenir, à partir du moment où collectivement on perd cette vision d'avenir, on perd notre pouvoir créateur. Parce que ce qui nous permet de créer, c'est cette envie d'aller de l'avant, d'aller plus loin. Et à partir du moment où on commence à perdre cette connexion, on perd donc ce pouvoir créateur, on commence à stagner, à dépérir, pour progressivement mourir. C'est Mhm. ce qui se passe dans toutes les grandes civilisations. Quand on fait l'étude comparée de comment les grandes civilisations se sont développées, on trouve toujours le même schéma, une vision transcendante, un développement, un apogée, une stagnation, qui se traduit par il y a un proverbe chinois qui dit que le poisson commence toujours à pourrir par la tête, par une décadence des élites, sans rentrer plus dans les détails, je pense que pas besoin de rentrer plus dans les détails pour le voir. C'est-à-dire que ce qui va faire que la civilisation va se développer, si on prend par exemple la civilisation occidentale, moi je place le début de la civilisation occidentale à l'époque de Pythagore. Pythagore a insufflé des notions de qualité humaine où il plaçait le niveau très très haut et il a permis de remonter, si tu veux, le monde grec, la société grecque, avec des standards de très haute qualité intérieure, spirituelle. À partir du moment où les Grecs ont commencé à s'éloigner de ces qualités-là, progressivement, eh ben, ils ont commencé à décliner. Si on regarde, nous, l'exemple de la France, fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays est exsangue, le pays a été détruit en partie par la guerre. Là, il y a un élan national qui s'effectue. On reconstruit le pays. Euh, il y a des valeurs qui sont là, qui permettent de reconstruire le système électrique. On a des ingénieurs qui travaillent. Tu vois, tu as une dynamique. Donc, dans les années 60, 70, on arrive dans les années 80 où ça commence à stagner. Hop, et puis là, depuis les années 2000, ben, on voit qu'il y a une forme de, Mhm. je vais pas dire de déliquescence, mais on perd, tu vois. Mhm. Donc, Il n'y a plus on de perd en cause qualité. commune, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a une perte de la vision commune.
Ce mécanisme-là, on le retrouve pratiquement partout dans la vie d'une entreprise. Moi, je connais très bien certaines grosses entreprises de compléments alimentaires pour qui j'ai bossé dans ma précédente vie, qui se sont développées, qui ont suivi le même parcours et qui aujourd'hui, je suis à peu près sûr que dans 2, 3 ans, maintenant ça appartient à des fonds de pension. Voilà, les gens sont là pour se servir, mais plus au service de cette entreprise. Chacun se tire dans les pattes. Je pense que dans 2, 3 ans, les cycles étant plus courts, cette entreprise sera redécoupée. Maintenant, c'est plusieurs boîtes et elle sera revendue à la découpe. Donc ce mécanisme, on peut l'observer. Une fois qu'on a fait ce constat, c'est quelque chose de quasi organique, qui s'applique à la fois au niveau individuel, au niveau collectif sur une entreprise, au niveau collectif sur un pays, et au niveau mondial sur une civilisation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur une phase descendante, il y a aussi les germes de quelque chose de nouveau. Et c'est ce dont on va parler ensemble. Ok. C'est les germes de cette nouvelle impulsion, de ce que on appelait beaucoup, à mon époque, quand je me suis formé dans les années 95, l'ère du Verseau en astrologie. C'est cette nouvelle impulsion où il y a l'émergence, j'aime beaucoup cette notion d'émergence, d'un nouveau champ du possible, d'un nouveau paradigme. Et ce qu'il faut bien comprendre là-dessus, Anthony, c'est que ce que l'humanité d'aujourd'hui est en train de créer comme problématique, parce que je pense qu'on est d'accord sur le constat que nous sommes en train de créer des problématiques par notre façon de vivre, que nos enfants, petits-enfants, et ainsi de suite, vont devoir gérer. C'est-à-dire que les problématiques même que nous gérons nous aujourd'hui sont le fruit de personnes qui sont plus là. Sauf que ça se fait au niveau planétaire. Donc, c'est pas juste nous, petits Français, qui allons devoir gérer une problématique. Non, c'est l'ensemble de l'humanité qui va être devant une équation extrêmement complexe qui est en train d'être générée par les choix en fait qu'on a fait collectivement. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant, c'est que dans un temps assez court, qui va être de l'ordre de... bon, voilà, donner des prédictions temporelles, c'est compliqué, mais à un moment donné, les mêmes questions vont se poser sur l'ensemble de l'humanité. Eh bien, on est là, en fait, sur un nouveau terreau, c'est-à-dire que la problématique qui est créée actuellement va servir de terreau aux solutions de demain. Et c'est là-dessus qu'on va échanger. Et c'est là où la naturopathie, à l'origine, avait aussi une certaine vision. Et c'est là où il y a des choses intéressantes je trouve, à aborder. Euh, Dans la vision transcendantale, on considère que il y a des forces qui sont présentes dans l'univers que l'homme ne peut ni mépriser, ni mépriser. Maîtriser, non pas mépriser. Quand il les méprise, d'ailleurs, le lapsus est révélateur. Mhm. C'est là où il y a problème, ni maîtriser, ni prévoir. On est soumis à des cycles de la nature qui nous dépassent complètement. On est devant l'inconnu. Alors l'inconnu, on peut l'entendre de deux manières. Inconnu ou l'un, le chiffre un, connu. Mhm. Le langage des oiseaux est toujours intéressant dès qu'on commence à aborder certaines notions plus sensibles. Cet inconnu, ce facteur que nous ne maîtrisons pas, c'est pas parce qu'on va le mépriser qu'il n'existe plus. C'est-à-dire que c'est pas le fait de nier quelque chose, de dire non, ça n'existe pas, que ça fait que ça n'existe pas. Refuser de voir une réalité, refuser de voir un danger, le déni, ne permet pas de solutionner quelque chose. Ouais. C'est juste qu'on est dans le rejet de dire non, en fait, il n'y a pas de force dans l'univers, il n'y a pas d'ordre, c'est la loi du chaos, donc on fait ce qu'on veut, mais on va y revenir. Cet inconnu, c'est un facteur de transformation, c'est-à-dire que le fait d'accepter dans nos vies ce facteur que nous ne maîtrisons pas, ça nous oblige à rester dans une forme à la fois de vigilance, à la fois d'acceptation. Ça nous oblige à rester dans un état de vacuité intellectuelle, de plasticité neuronale, pour être à l'écoute, et on en parlait en off avant de commencer, être dans cette écoute, cet accueil de l'émergence. Qu'est-ce que la vie nous apporte? Qu'est-ce que la vie cherche à nous dire? Ça me fait Ah, penser excuse-moi, je t'interromps. oui. Ça me fait penser à une phrase de Saint-Exupéry qui disait l'avenir, nous n'avons pas à le prévoir, mais à le permettre. Ouais. Je crois que c'était bien dit. Mm. Rendre le champ du possible Mhm.
Et ça, c'est vraiment une question de positionnement intérieur. Est-ce que je cherche à contrôler la vie? C'est ce que cette humanité cherche à faire à travers l'hypermédicalisation. Euh, voilà, à travers l'hypermédicalisation, tu vois, tout ce système d'assurance vie, d'assurance pour ceci, d'assurance pour cela, on cherche à essayer de contrôler Mhm. quelque chose qui est incontrôlable. Et ça, c'est notre mental. Je dis souvent que on souffre aujourd'hui collectivement d'une pathologie qui s'appelle l'hyperactivité du cerveau gauche, l'hypermentalisme. C'est notre mental qui cherche à avoir une vie linéaire, tu vois, de tout programmer, comme si notre vie reposait dans un tableau Excel. Mais la réalité, elle est tout autre. On peut essayer de mettre sa vie dans un tableau Excel, mais ça marche pas. Et justement, ce qui rend l'aventure magnifique, c'est de savoir accueillir ce qui se présente, d'accepter de tomber quand on tombe, de se relever, peut-être de rester à terre, de demander de l'aide et d'avoir des gens sur son chemin pour nous permettre de remonter, tu vois, remonter pied à l'étrier. C'est le rôle du thérapeute, c'est ce que on fait avec mon épouse en cabinet, d'accompagner des personnes qui sont soit en train de ramper, et c'est parfois ce que des gens me disent dans leur perception intérieure, tu vois, intérieurement, des gens qui ont été mis à terre par la vie. Et c'est pas par la vie, en fait, c'est jamais vraiment la vie, c'est souvent plutôt l'humain, Ouais. quand on regarde. Tu vois. C'est plutôt la façon dont les rapports humains se passent. La vie, on peut dire qu'elle met les gens à terre? Je ne suis pas sûr. C'est autre chose. Et c'est là où on est dans la dimension du thérapeute, de prendre soin pour accompagner à se reconstruire. Donc l'avenir, c'est quelque chose de mystérieux, qui est imprévisible. Et notre mental, il va chercher à se rassurer en essayant de contrôler. Et ben, l'émergence du nouveau paradigme qui est devant nous, justement, ça va être de lâcher prise, tu vois, par rapport à tout ça. Et on est en train de déchaîner les forces de la nature, parce que la Terre, Gaïa, c'est un être vivant qui, à un moment donné, bah, quand même dirait les humains, vous êtes gentils maintenant, calmos. Tu vois ce qui s'est passé, par exemple, en Californie? Ouais. Qui aurait cru que, je sais pas, t'es sûrement allé à Los Angeles dans ta vie, j'imagine. Mhm. Ouais. Qui aurait cru qu'un jour ça brûlerait de cette manière? On nous aurait dit ça il y a quelques temps, on aurait dit, mais c'est un truc de fou, c'est pas possible. Bah là, il n'y a pas d'autre choix que d'accueillir. Et ce nouveau paradigme, ça va justement de se reconnecter à ces forces de vie pour nous permettre de, d'accueillir un autre champ du possible et de nous remettre aussi à rêver et avoir une vision créatrice. Quel monde de demain on veut? Qu'est-ce qu'on... Après tout, tu vois, si on pousse la réflexion, Anthony, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tout ce qui a été créé, tu vois, le micro, l'ordinateur, tout cela, tout ce qui nous entoure, tout ce que vous voyez, vous qui nous écoutez, c'est le fruit d'un cerveau. Et ouais, c'est le fruit de l'intellect. C'est une projection. Et un avion, c'est quoi? C'est la projection d'un intellect, de plusieurs intellects, de gars qui ont réfléchi et qui ont créé. Mhm. Ouais, Donc ça, c'est exact. la création qui a été rendue possible par le cerveau gauche. Mais on a aussi un cerveau droit. Notre cerveau droit, il est là pour son rôle, c'est de nous connecter au grand tout. Et là, il y a une autre image tu vois, de l'humanité qui apparaît et une autre création possible. Et ben, c'est de cette émergence-là dont il est question. C'est-à-dire que ce que nous disent pas mal de textes, c'est que l'humanité est actuellement dans sa période, on peut dire, presque la plus sombre. On appelle ça dans l'hindouisme le Kali Yuga, c'est l'âge de fer, où la conscience est identifiée à la matière. Et où on s'est identifié à notre petit jeu, on a l'impression d'être coupé en fait, tu vois, alors on est très fier dans notre ego, ouais, moi je suis comme ci, je suis comme ça, je suis entrepreneur à succès, je suis. Mais en réalité, si on regarde les choses sous un autre angle, on est plus unis que séparés. Tes cellules, elles fonctionnent sur les mêmes codages que mes cellules. Mhm. C'est la même force vitale, c'est la même intelligence qu'il y a derrière. On le sait quand on pratique tous les deux la réflexologie plantaire. Quand on est en soins, il y a quelque chose qui passe, un magnétisme, un fluide, et il y a une communication entre ton corps et le cœur de la personne. Ouais. Donc en fait, moi aujourd'hui, je vois l'humanité, je vois les gens plus unis que séparés. Quand j'ai quelqu'un dans mon cabinet, je me connecte à cette personne exactement comme, tu sais, tu connectes la petite valisette sur les voitures et tu as le check-up.
Ben, mon bilan, je le fais comme ça aujourd'hui. Je me connecte à la personne énergétiquement et pouf, les informations, elles arrivent et ça tombe. Parce que on est pareil en réalité, on n'est pas séparés. Ben, c'est le nouveau paradigme, ça. C'est de dire que les humains sont semblables à... C'est marrant parce que j'arrive directement à ma conclusion, je fais tout le temps ça. On est semblable à des feuilles d'un arbre dans laquelle il y a la même sève de vie qui coule, reliées au même arbre, ignorant que nous sommes en fait tous unis, ou vus encore différemment. Et si l'humanité était un être vivant qui s'ignorait, où nous sommes chacun et chacune des cellules d'un grand corps. Mhm. Et si notre rôle était en fait de se réharmoniser, de se resynchroniser, tu vois, de se repolariser sur les énergies ciel-terre et de travailler à l'harmonie. Je le vois dans mes groupes l'été, dès qu'on fait des exercices où on s'harmonise en groupe, il y a cette notion de co-régulation, maintenant qui est développée dans la théorie polyvagale, sur le système nerveux. Et en fait, cette co-régulation fait que automatiquement, les gens vont s'harmoniser. D'où l'importance de la qualité de l'animation, de la personne qui accompagne. Si la personne est bienveillante, ça va, tu vois, créer une dynamique qui est positive. Si la personne est plus ou moins malveillante ou pas très bien en elle, etc., ben forcément, la corrégulation, elle peut être négative. Bon, est-ce que tu veux... Parce que moi, là, je suis Ouais, parti... non, Arrête plus. ce à quoi ça me fait penser, c'est quand tu dis qu'on n'est pas conscient d'être une feuille d'un même arbre, en fait, chacun est une feuille d'un grand arbre. Ça me fait penser, encore une fois, à Saint-Exupéry, quand il disait bah, la fameuse phrase l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien Oui. qu'avec le cœur. Mais c'est un peu ça aussi qui fait aujourd'hui qu'on est freiné même si on a envie de croire qu'on fait partie d'un grand tout, nos yeux ne voient pas la connexion forcément entre toi et moi, entre l'arbre qui est devant moi et ma personne. Ils voient de l'air transparent, tu vois, entre les deux entités. Alors qu'en fait, l'air transparent est fait aussi d'atomes avec de l'énergie et tout. Donc il y a une espèce de continuité énergétique comme ça, mais qu'on ne voit pas avec nos yeux. Et donc on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Oui. Ah, ça me fait Et penser à ça. tu crois pas assez bien dire, parce que le bouquin de Cliff Baxter sur l'intelligence émotionnelle des plantes, tu sais que je m'intéresse beaucoup à la communication avec le monde Ouais. végétal. D'ailleurs, j'ai une anecdote assez drôle. J'ai commencé à prendre le petit appareil que j'ai qui me permet de transformer la fréquence électromagnétique des plantes en musique. Mhm, mhm. Et je t'ai raconté l'histoire en cours, là, quand j'étais à Paris, non, dans Non, la pas. roseraie. Bon, alors, une petite aparté. Alors, je vous raconte une petite aparté. Donc j'étais en cours, un cours de gémothérapie que je donnais à l'école à Paris, et j'avais emmené le petit appareil qui permet de mesurer la musique des plantes. Donc le principe, il est tout simple, hein, une prise de terre qui est reliée au boîtier, c'est un petit boîtier électronique, une petite fiche où je pince la feuille, et puis on se met à écouter. Et en fonction de notre état de conscience et de nos émotions, de notre état intérieur, la plante va résonner, va se mettre à chanter différemment. Donc j'étais là avec quand même une vingtaine d'élèves, tu vois, et on était en train d'écouter un rosier. On s'est fait une petite méditation, bien préparée, et le rosier se mettait à chanter. Et puis, il y a un monsieur qui passe là, un monsieur assez costaud, et il me demande, tiens, qu'est-ce que vous faites? Alors je lui explique qu'on écoute avec un petit appareil qui transforme la fréquence électromagnétique de la plante en musique. Ah, d'accord, très bien. Et je continue, je développe, et je dis que voilà, on cherche à ressentir et voir quelles sont les interactions possibles entre nos pensées, nos émotions et la plante. Et là, le gars fait, oh non, mais là, il faut quand même pas pousser, c'est du grand n'importe quoi. Eh ben, tu sais quoi, la plante, elle s'est coupée. Elle a arrêté. J'ai regardé le gars, j'ai dit, merci. Génial. En fait, c'était extraordinaire. C'est que, tu vois, là, c'est un exemple d'émergence. C'est que j'avais rien de prévu. Et j'étais dans l'accueil. J'étais dans cet état intérieur de paix, de sérénité. C'est ce qu'on appelle cette zone de sécurité qu'on a en nous. On en parle aussi en psychologie de fenêtre de tolérance. J'aurais très bien pu dire au bonhomme, et je sais pas, ouais, qu'est-ce que vous dites, etc., et vouloir, tu vois, argumenter. Mais j'étais dans un état intérieur qui fait que, déjà, j'ai
accepté, j'ai accueilli ce qui s'est présenté, mais surtout, ça venait juste étayer mes propos. Hmm. Le gars faisait partie de l'expérience, inconsciemment. Et c'est là où c'est extraordinaire. Mais tu vois, il y a des forces, quand je te parlais de forces mystérieuses au départ qui agissent dans l'univers, cet homme a été le jeu des forces de la nature, mais sans le savoir. Parce que la probabilité pour qu'il passe à cet endroit-là, qu'il m'interpelle, que je lui réponde de cette manière, et qu'il ait l'attitude parfaite, je dis bien l'attitude parfaite pour que la plante se coupe. Mais on a vécu un instant, les élèves m'ont regardé, ils étaient scotchés. Alors on peut dire oui, c'est synchronicité, c'est en fait dès qu'on est connecté au champ de l'univers, au champ quantique, et on va en parler avec l'intelligence émotionnelle des plantes, en fait, la vie, elle se déroule comme ça. Ce qui peut paraître de l'extérieur pour quelqu'un comme étant une tuile, eh ben, on va le vivre complètement différemment, on va l'accueillir, et en fait, il y a autre chose derrière qui émerge. Et on est dans cette foi. Et là, tu vois, on touche à la foi dans la vie. Et c'est marrant que tu parles de justification, d'avoir besoin de justifier comme voilà, c'est une synchronicité, c'est le hasard. Et ça, c'est intéressant parce que quand on fait ça tous hein, en permanence, c'est vraiment le cerveau gauche, je trouve, Oui, qui est en action là et qui cherche des réponses et tout, alors que on a aussi le choix de voir la vie d'une manière plus poétique. oui, Parce que dire, ok, la fleur, la plante chante, etc., enfin, émet un signal qui fait que voilà, ça crée de la musique. Bah, c'est très poétique en fait, c'est beau en fait, c'est presque de l'art. Et oui, pourquoi est-ce qu'on refuserait ça, tout simplement, cette ouais. vision-là de la vie, tu vois? C'est marrant. Oui, parce qu'en fait, on a une vision qui est mécaniste de la vie. Mhm. On a à la fois désacralisé et désenchanté le monde. Et c'est un des grands sujets qu'on va aborder maintenant, c'est réenchanter le monde. Remettre le sacré au centre de nos vies, de nos regards, mais pas le sacré comme on nous a appris, où tu vas à l'église pour t'asseoir et te faire ainsi soit-il. Non, c'est ainsi soit-il, tu vois, intérieurement. Là, qu'est-ce que j'ai fait? C'était un acte de foi, c'était ainsi soit-il. C'est ça, ainsi soit-il. C'est En fait, moi, je suis pas de culture chrétienne dans le sens où j'ai pas été, j'étais juste baptisé, mais tu vois, j'ai pas été comment dire, au catéchisme, etc. Mais par contre, je m'intéresse à ces sujets de manière transversale, aux différentes religions, aux différentes spiritualités, pour essayer de voir comment on peut émerger justement dans cet esprit d'une nouvelle compréhension de l'être humain. C'est-à-dire que on voit bien que l'humanité, je reviens un petit peu avant, on est dans une impasse. Tu vois, les religions s'opposent, euh, sont en grande partie un échec. Il y a une petite histoire que j'aime bien. Allez, je vais te raconter une petite histoire. Vous êtes d'accord que je vous Ah, raconte? vas-y, vas-y. C'est l'histoire d'un roi dans l'Antiquité. Il a un royaume merveilleux. Un royaume où tout le monde est heureux. Et ça, c'est grâce à une bague magique qu'il a. Et il a trois enfants, trois fils. Et il ne sait pas à qui donner la bague. Donc il se dit, bon, ben, en fait, il fait deux copies de la bague. Il divise son royaume en trois. Et il ne sait même pas à quel fils il a donné sa bague. D'accord. Et puis, ben voilà, les fils prennent leur royaume, et puis quelques temps après, il va dans chacune de ces terres pour voir en fait où c'est qu'était la bague. Le premier royaume, il arrive, les gens sont tous malades. Il sait que c'est pas là hein, qu'il y a la bague. Le second, c'est la guerre, c'est la violence. Il sait que c'est pas là. Et enfin, quand il arrive dans le troisième, les gens sont dans la paix, dans l'harmonie, dans l'amour. Et ben, tu vois, au niveau des religions, c'est pareil. Au niveau de la spiritualité, c'est pareil. C'est-à-dire que l- la vraie religion, la vraie spiritualité, c'est celle qui permet d'apporter la paix sur Terre et l'amour entre les êtres humains. Donc c'est pas forcément une religion. C'est pas forcément une religion, non. C'est quelque chose d'autre en fait. C'est un autre rapport au monde. Et c'est là où la spiritualité est incarnée, où l'être humain a intégré sa dimension spirituelle. Et tant qu'on n'intègre pas cette dimension spirituelle, cet autre regard sur le monde, on reste en fait dans la séparativité, dans la dualité, dans l'opposition, etc. Et dans cette zone de souffrance. Donc pour dire que le chemin, en fait, l'humanité est au début de son cheminement spirituel. On est loin d'être abouti. D'où l'importance de l'autosatisfaction. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on est dans l'autosatisfaction, plutôt le danger de l'autosatisfaction.
on s'empêche de grandir. Dès qu'on se dit je suis arrivé à ceci, etc. C'est bien aussi de se féliciter, mais c'est bien aussi de continuer à se challenger, pas de se challenger comme tous ces trucs qu'on trouve sur Internet, c'est pour être la meilleure version de soi-même et aller vivre à Dubaï ou à Costa Rica ou à Bali pour voilà, avoir une vie, comme ils disent, de rêve. Non, parce que la vie de rêve, elle est à l'intérieur de nous. C'est dans Mhm. notre cœur. On peut être dans le plus bel endroit du monde et dans une pauvreté intérieure, dans une détresse intérieure colossale. Donc c'est avant tout un cheminement intérieur. Et donc, pour revenir à Cliff Baxter, c'était un Américain qui bossait pour la CIA sur le détecteur de mensonges. Je fais court en accéléré. Et un jour, par hasard, il a eu l'idée de brancher ses appareils avec des électroencéphalogrammes sur des plantes. Et il s'est rendu compte que les plantes réagissaient à son approche, quand il venait les arroser, etc. Il a fait plein d'exercices et plein d'expériences et s'est rendu compte qu'il y avait une interaction, que les plantes, contrairement à ce que l'on pensait, parce qu'une plante n'a pas de système nerveux, elles sont suprasensibles. C'est-à-dire que l'ensemble du monde végétal est suprasensible. Quand tu viens sur mon terrain, quand tu rentres dans la combe, tous les arbres t'observent. La nature nous observe. Peut-être que tu as vu Oko, le chimpanzé, là, c'est Ah, ça me l'orang-outan, dit quelque chose, ouais. Mhm. qui a pris 2000 mots dans le langage des signes. Je l'ai mis sur mon Insta et c'est, moi, chaque fois que je le vois, j'ai la larme, tu vois, là, ça me fait une sensation qui monte. Et Oko, il dit, je suis la fleur. Il fait pas la différence avec je suis le chat, il est connecté. On voit qu'il est connecté et que sa conscience n'est pas tournée que vers lui, elle est connectée à tout son environnement. Et quand on lui parle des humains, il fait, ah, les humains, en se tapant la tête, ça. Et les humains, vous êtes stupides, les humains. Les humains, vous êtes en train de détruire la nature. Et il dit, la nature vous observe. Et en gros, il dit, c'est urgent que vous répariez les dégâts que vous avez commis dans la nature. Et tu vois là, le sujet, il est là, Anthony, aujourd'hui. Il est plus de se dire, on va consommer, on ceci, cela. Non, ça, tu vois, c'est obsolète. Comme la chanson de, c'était qui? C'était, aide-moi. MC Solar, obsolète. Mhm. Non, je la connais pas celle-là. J'aime beaucoup MC Solar. Et il a des très très beaux textes. C'est un mec super inspiré. Ouais, bref. Et ben, en gros, sur le nouveau paradigme que je vais maintenant développer, 99,5% des activités humaines d'aujourd'hui sont obsolètes au regard de la vie. N'ont aucun sens. C'est-à-dire qu'il y a, je suis pas du tout, parce que j'ai pris des petites notes, pas du tout il y a une décorrélation, si tu veux, entre la technologie qu'on a développée grâce à notre intellect. Regarde les avions, tu connais bien le sujet. Tu sais combien il y a d'avions, pas de lignes, par jour à peu près? 100 000. Les pointes, elles sont à 200 000. Ça monte à 200 000 à une certaine période. Par jour. Alors, on pourrait dire que c'est extraordinaire. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour partir d'un point A à un point B, aller dans un hôtel, se faire dorer le cul au soleil, parce qu'à un moment donné, il faut le dire, et boire des mojitos en formule all incluse. Non mais, tu te rends compte, ça sert à rien, tu vois? Donc, la plupart des activités humaines ne servent strictement à rien. On regarde la vue, pollue. En fait, on a une décorrélation entre, pareil, Internet, c'est fantastique, Internet, tu vois. Là, on est en train de s'enregistrer à distance. Toi, tu es chez toi. Moi, je suis dans mon lot. Tu vas le diffuser, etc. Ça peut être un super outil pour développer de la connaissance, éveiller, transmettre, accompagner, former. C'est OK. Et c'est ce qu'on fait, nous. On est sur la toile comme des troublions en train de passer, d'essayer d'apporter du plus. Sauf que, Anthony, tu sais à quoi sert presque 80% de la bande passante de l'Internet? T'as une idée? Ouais. Ouais, on peut le dire? Au film X et aux vidéos de chat. Exactement. Exactement. Au film X et aux vidéos de chat. Tu vois, on en rigole, mais en fait, c'est flippant, je trouve. C'est-à-dire, on est une espèce qui avons développé une hyper-technologie, mais pourquoi faire? Mm. Regarder des vidéos de chats et des films de boules. Mais merde, quoi, tu vois? Non, mais c'est quoi ce délire, quoi? C'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. Et ça, c'est le sujet de la nouvelle vision émergente. C'est d'abord de dire, bon, écoutez, les enfants, c'est bien, on a bien joué. La société de consommation, c'était rigolo. Sauf qu'il y a un petit problème. Parce que quand tu regardes tes gosses, tu vois, moi, je suis papy depuis pas longtemps. Bah, purée,
2050, ça va être compliqué quand même. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça? On baisse les bras? Et c'est vrai qu'avoir envie de baisser les bras, je peux t'assurer que moi, il y a plein de fois où j'ai failli baisser les bras. Je me suis dit, en fait, à quoi ça sert? Comme ce que je fais sur mon écolieu, ça sert à quoi ce que je fais de recréer de la vie? Là, je dois recevoir 2 tonnes de laine de mouton pour régénérer le sol, créer du sol avec du. Mais pourquoi je fais ça en fait? Au global, pour l'instant, ça sert à rien. Sauf que c'est le colibri. Et ça, c'est important. Parce qu'on est des colibris. T'es un colibri, les gens qui nous écoutent sont des colibris en puissance. Et là, tu vois, je fais appel au cœur, hein. Tu vois, il y a la raison qui, intellectuellement, on peut se dire, on peut raisonner. On n'a pas trop envie de raisonner sur ces sujets. Par contre, quand on commence à toucher le cœur, de se dire, mais en fait, regarde le monde qu'on va laisser aux générations futures. T'imagines que les Amérindiens, dans leur sagesse, raisonnaient sur leurs actes sur les 7 générations à venir. Donc, il y a certains actes, les mecs, ils réfléchissaient dans leur tipi avec le calumet de la paix et le grand chef chaman du village. Et ils méditaient, ils avaient leur vision, ils avaient leur plante à vision, le tabac, etc. Et ils réfléchissaient et méditaient sur les conséquences de leurs actes sur cette génération. Ce qui rend possible tout ce que l'on vit aujourd'hui, c'est cette décorrélation avec le sacré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est coupé de cette vision du sacré, ben, tout est possible. À partir du moment où on est issu du hasard, parce que tu sais que tu es issu du hasard quand même. T'es pas au courant? Si je te dis que pour fabriquer un avion, c'était quoi que tu pilotais, toi? À la fin, c'était l'Airbus A320. Voilà. Eh bien, tu sais comment c'est fabriqué? C'est des tornades qui passent au-dessus de grosses décharges dans les pays sous-développés et que ça donne un Airbus A320. Tu rigoles, tu vois? Eh bien, en termes de probabilité, Anthony, la probabilité est la même que pour que l'être humain soit issu du hasard, que pour fabriquer un avion Airbus A320 et une tornade au-dessus d'une décharge. Mm. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une intelligence derrière. C'est ce qu'on dit en naturopathie. Il y a une force vitale qui anime la vie. Et derrière cette force vitale, il y a une intelligence que les Amérindiens appellent le grand esprit, que dans beaucoup de traditions on appelle Dieu. Et cette intelligence, elle est présente partout, dans toute chose. On revient à une vision animiste, en fait. Ouais. J'ai envie de te parler d'une autre notion, que- sur la Vas-y. notion de progrès. La notion du progrès, en fait, on la raisonne toujours de manière linéaire. Parce que notre mental, dans le cerveau gauche, fonctionne de manière linéaire. C'est-à-dire que c'est des images projetées de notre présent sur le futur, avec des changements très superficiels. Si tu prends par exemple Star Wars ou Star Trek, mais tous les films en fait de science-fiction, tous les films qui touchent à la futurologie ou les films d'anticipation, c'est quoi en fait? C'est notre présent qui est projeté avec un état de conscience d'ici et maintenant sur le futur. Donc en fait, c'est très linéaire. Alors on fait une petite aventure sympa et on crée des personnages auxquels on peut s'identifier, affectivement, émotionnellement. Ok? Mhm. C'est-à-dire que la vision qu'on a du futur est une vision linéaire qui nous est aussi imposée par tout l'imaginaire d'Hollywood, etc. Une vision qui est, et ça c'est important, c'est même capital cette idée-là. Cette idée du futur, elle nous est imposée comme une vision du progrès qui est linéaire. En projetant l'ici et maintenant avec, tu vois, les mêmes caractéristiques humaines. Donc c'est une transplantation en fait de la culture du présent dans le futur. Cette culture, c'est la culture américaine. C'est pour ça que c'est quand même la culture qui a dézingué les Amérindiens. Tu vois. Ouais. Et oui, c'est la culture. Et oui, c'est la culture qui a déconnecté vraiment l'humanité de la Terre. Et ça, c'est la culture dominante qui s'est imposée à l'ensemble de l'humanité. Et on voit combien on rentre dans un cycle où tu vois, ça va encore plus vite, plus fort. Avec les copains qui sont arrivés là-bas, là. Mm. On va conquérir Mars. Alors, tu vois, Mars, par exemple, le truc d'Elon Musk, là, de conquérir Mars, c'est une vision du futur. Et c'est très intelligent ce qu'il a fait. Ce mec est superbement intelligent. Le fait de poser ça, eh ben, ça porte une vision, tu vois, très lointaine. De dire, ça donne une direction. Donc, ça va mobiliser des ressources humaines, scientifiques, technologiques et tout pour faire ça. C'est comme quand, tu te souviens, quand dans les années 80, quand il y avait la navette spatiale.
vois, la NASA, Challenger, tu as dû vivre ça comme moi. Ouais, ouais, tout à fait. Quand Mm. Challenger partait, on était tous derrière la télé en train de regarder. Tu te souviens, c'était un événement Mm. mondial, quoi. Mm. Ça nous unifiait vers. Et ben là, l'humanité est unie par des choses qui n'ont pas de sens. Tu vois, on est des terriens, on n'est pas des martiens. C'est ridicule. En tout cas, je pense que Elon Musk voudrait que l'humanité soit unie derrière son projet. Oui. Hein, je pense que c'est une vue de son esprit aussi, mais Ouais, c'est une il vue de son essaye esprit. essaie de fédérer et voilà, mais je suis pas sûr que ça prenne vraiment quoi. Et sauf qu'en fait, c'est toujours la même chose, c'est se détourner de ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est la vie. Mm. Ce qui nous unit, c'est la vie, c'est ce souffle de vie. Et à mon sens, tu vois, ça c'est la vision, justement, de cette autre vision de l'humanité. Tant qu'on ne se retournera pas vers l'essentiel, qui est la vie, on sera sur des objectifs qui sont des faux objectifs. Les peuples premiers sont unis par cette idée de la vie, le respect de la vie. Quand tu vois, par exemple, que dans les forêts, tu sais, les forêts primaires, on pensait qu'en fait, elles s'étaient faites, ces forêts comme ça, sans action de l'homme. Pas du tout. Les gars, quand ils partaient se balader dans la forêt, ils se baladaient pas dans la forêt. Quand ils partaient chasser dans la forêt, eh ben, les fruits qu'ils avaient, des arbres, etc., ils les plantaient pour que dans des générations futures, il y ait à manger. Et en fait, ça, ils ont fait une sorte de... certaines zones sont comme des jardins-forêts, pour ceux qui connaissent les espèces, tu vois. On peut se poser la question, pourquoi dans nos villes, on n'a pas des arbres fruitiers? C'était comment, Moitessan, comment il s'appelait? Ah, j'ai oublié. C'était un Moi, comment, Tessier. Ouais. Moitessier merci, qui était un grand navigateur, qui disait, Mm. mais il faudrait que dans les villes, on plante que des arbres fruitiers. Mais c'est vrai après tout. Pourquoi on n'aurait pas un monde où, dans les villes, on met des fruitiers avec des collectifs d'associations, de gens qui viennent s'en occuper, et puis qu'il y ait une production qui soit gratuite? Pourquoi la nourriture, elle ne serait pas produite gratuitement? Les légumes, il y a plein de régions. Regarde en Bretagne, tous les espaces verts en ville. On pourrait planter. Pourquoi on ne ferait pas de la terre un vaste jardin, en fait? C'est pas mal comme idée aussi. Ah ouais, Moi, j'aime carrément. bien cette idée de transformer la planète en vaste jardin. Mm. Là, comme tu dis, là, il faut changer de paradigme parce que pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Bah, pas à cause de l'argent. Parce que Voilà. rendre des choses gratuites qui pourraient être monétisées, enfin, être marchandes, Eh oui. ça, c'est pas quelque chose qu'on a dans notre logiciel de pensée. Voilà. Et sauf que l'argent ne se mange pas, comme disait un chef amérindien qui est parti à l'ONU, hein, le jour où la dernière rivière sera polluée, le dernier arbre coupé, le dernier animal tué, alors l'homme blanc comprendra que l'argent ne se mange pas. Mm. Tu vois, c'est intéressant parce que C'est beau. c'est de l'argent, je pensais pas l'aborder. Toujours dans un chef amérindien qui était allé à l'ONU, il est se baladé à pied dans New York et à un moment donné, il entend un criquet. Il va de rue en rue, il trouve le criquet. Alors, les Américains, ils comprennent pas et il leur dit, ben, passez-moi des pièces. Il retourne dans la grande rue, il y a plein de monde. Tout le monde est affairé à marcher, t'imagines, dans les rues de New York, et il laisse tomber les pièces par terre. Et là, les gens s'arrêtent. Il dit, tu vois, vous avez été éduqués à entendre le bruit de l'argent. Moi, les bruits de la nature. Eh bien, tu vois, cette histoire-là, celle qu'on a citée précédemment, c'est hyper important. C'est qu'en fait, c'est notre cerveau qui est conditionné pour voir. On a une zone dans notre cerveau qui identifie, en fait, c'est comme un filtre. Par exemple, si tu as une voiture grise, eh ben, tu vas voir que des voitures grises. Quand une femme est enceinte dans la rue, elle voit plein de femmes enceintes. Qu'il en soit fait selon ta foi, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fonction de nos croyances, de ce sur quoi on porte l'attention, notre cerveau, en fait, se focalise. Mais s'il se focalise de cette manière, on peut aussi le focaliser, tu vois, sur autre chose. Si notre croyance et notre foi est créatrice, ça veut dire qu'en changeant notre foi et notre croyance, on peut changer le monde. Et c'est là où on rentre dans le processus de la pensée créatrice. Mais tu vois, c'est pas la pensée créatrice pour être une meilleure version de moi-même et gagner plus d'argent et plus de... Oui, non, c'est pas ça. C'est tourner vers un idéal plus haut que nous. Et c'est un peu ce que je veux dire, moi, j'ai pas de problème avec le fait de gagner de l'argent. C'est important dans notre monde. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait après? Quelle est la finalité? Et le grief que je fais à beaucoup de jeunes qui sont là à fond dans le côté business, c'est OK, tu vas gagner plein d'argent, mais pourquoi faire?
Ah, c'est pour voir ta vie de rêve, c'est quoi ta vie de rêve? Tu vois? Pour partir dans les îles, pour se faire bronzer. C'est ça. Mais tu vois, c'est une vision en fait, surtout qui est déconnectée, qui est hyper égoïste. Donc on est 8 milliards, t'en as je sais pas combien qui sont dans la misère. Et quand on est un humaniste, quand on est un thérapeute, on peut pas raisonner comme ça. Quand on est un vrai thérapeute, tu vois, qui est au contact de la souffrance humaine, on peut pas raisonner comme ça. Il y a, il y a un océan de souffrance dans l'humanité. Et il y a une forme de solidarité, tu vois, de... Une fois qu'on a touché à ça, on peut plus... Enfin, je vois pas comment on peut faire marche arrière, tu vois. On a envie d'aider, on a envie de soutenir, de Ouais, tout à soulager, fait. Mm. d'accompagner. Et là, on rentre dans la fonction du thérapeute. Et là, on est sur du one-one, on est sur des petits groupes, on n'est pas sur des trucs... Et moi, c'est ce que j'essaie de transmettre à travers mes stages, mes formations. Ah, je ne sais pas si j'arrive à le transmettre en réalité, hein. En tout cas, c'est ce que l'intention est posée. Bref. Donc notre futur, ben, en fait, il y a une nécessité de transformation. C'est que cette transformation, elle est inévitable. Moi, je pense que... Et l'anthropocène, en fait, tu vois, cette transformation, il y a des avant-gardistes, des éclaireurs. À ma manière, moi, je me considère comme un éclaireur dans ce domaine, qui ouvre la brèche, qui ouvre le chemin, tu vois, qui vont dans la neige. Donc, c'est pas confortable du tout, hein. Sauf à accepter de marcher dans la poudreuse. Parce que, ben, tu vois, c'est un chemin qui est pas mal, un chemin de solitude, un chemin d'incompréhension aussi. Mais ça a toujours été comme ça, tu sais, on dit les gens qui portent des nouvelles idées, ils commencent toujours par être combattus. Parce que c'est trop loin du champ de conscience de la plupart des gens. Et puis après, progressivement, cette idée, elle commence à être acceptée. Et puis après, elle est vue comme une évidence. Bon, ben, c'est chacun à son poste, voilà. Moi, maintenant, je peux plus faire marche arrière, hein. Je suis trop... Donc, et puis j'ai aucune envie de faire marche arrière. Et donc, tu vois, ces changements, ce changement de système de valeurs, d'organisation sociale, ça touche à des nouvelles motivations. Il y a Aurélien Barraud qui en parle, avec sa Rolex au bras. Il faut changer de système de valeurs, un système social, oui, sauf que alors, je ne sais pas s'il l'incarne beaucoup. C'est changer de système de valeurs, mais c'est aussi incarner les choses. Parce que moi, le grief que je fais, tu sais que je suis quelqu'un de critique, pas pour critiquer, mais qui analyse les choses, en fait. Mhm. C'est que il y a beaucoup de blabla, et en fait, il y a peu de gens qui cherchent à essayer de tenter d'incarner leurs valeurs. Beaucoup de gens affichent des valeurs comme ils affichent des arguments marketing, tu vois. Ouais. Et les valeurs de ceci, de cela, mais en réalité, dans leur vie concrètement, tu vois. Et il nous faut ça, du concret. Aujourd'hui, on va plus pouvoir, dans quelque temps, continuer à avoir des postures. Parce que c'est maintenant, c'est concrètement, tu vois. Et on est en plus, ce qui est paradoxal, c'est que il y a à la fois la nécessité de temps pour le changement individuel, et il y a l'urgence collective, la nature, les changements qui sont devant nous. Voilà, c'est comme ça. Donc l'image Mhm. que j'ai, c'est que l'humanité est semblable en fait à un être humain qui est en train d'accoucher de lui-même. C'est C'est un beau. peu ça. Ouais. Et un accouchement, bah, sans péridurale, sans forceps, forcément, c'est pas forcément une période agréable. Mais le fait d'avoir la vision de l'être qui est derrière, tu vois, ça donne aussi une force en fait. Voilà. Ouais, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. En tout cas, avec les démarches que j'ai entreprises récemment, de quitter mon job de pilote, etc. Ça résonne énormément, ouais. Mm. Mais tu vois, ce que tu as vécu, il y a eu un éveil de la conscience, une prise de conscience, mais d'abord une prise de conscience. Et puis cette prise de conscience, elle a dû être semblable à une mélodie, à une chanson, et tu as dû refermer la porte. Ou tu as dû, à un moment donné, mettre des boules qui tu vois. Ou au début, tu l'entendais pas, en fait. Donc, c'était sûrement, le processus est souvent, enfin, est souvent le même. Ça devait être un inconfort, une sensation de, tu étais sur ton avion, tu faisais ton truc, tu jouais ton rôle, mais tu jouais ton rôle avec un petit décalage intérieur. Hein? Ouais, ouais, complètement. Mm. T'enfilais ton costard et ta casquette, tu étais comme un acteur, et puis il y avait une petite voix à l'intérieur qui était pas d'accord, ou plutôt qui regardait les choses différemment. Et puis, ça, c'était inconfortable, Antonine. Hein? Hein.
Ah ouais, tout à fait. Et puis progressivement, là, tu vois, c'est quand la conscience est prisonnière de ce qui lui est familier. Et puis progressivement, ça se met à bouger, ça grandit, et à un moment donné, ça commence à... Tu peux plus, en fait. T'étouffes. Et là, tu as deux options. Soit de le dire, tais-toi. Et là, tu renforces ton ego, tu renforces ton paraître. Soit de dire, OK, vas-y. OK, je t'écoute. Guide-moi. Et c'est vraiment de cet ordre-là ce qui se passe, quoi. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un essai là sur mon expérience justement de pilote en regard de mes prises de conscience. Euh, et c'est tout ce que tu dis depuis le début là de l'enregistrement, c'est ça transparaît vraiment dans ce que j'ai écrit dans mon essai en fait. Et c'est marrant comme ça résonne, tu vois, avec tout ce que tu dis depuis le début. C'est intéressant. L'image du progrès, on est dans une image qui est sécurisante du progrès, qui est linéaire, avec le progrès matériel, hein. Ce changement, il est prévisible, il est contrôlable, en fait, parce que on le connaît. C'est l'évolution technologique, même s'il y a des sauts technologiques. Et en fait, paradoxalement, plus ça change, plus on avance dans la voie du progrès, plus ça reste identique. Si on regarde les progrès technologiques qu'on a là, avec le numérique, l'intelligence artificielle, etc., c'est des progrès qui sont colossaux, mais en même temps, tout le système reste le même. On change le décor, on est comme sur un petit manège. Tu vois, on recustomise en fait les choses, et ça reste identique. Là où il y a progrès, c'est au niveau de l'âme humaine, hein. Sauf que, comme je te disais en préambule, l'Occident s'est coupé de l'image du sacré. L'image du sacré qui a apporté une transcendance et qui, je pense que les bâtisseurs des cathédrales cherchaient, à travers les cathédrales, par exemple, à être à l'image et à la ressemblance de quelque chose de transcendant, de divin. Tu vois, parce qu'on parlait de ça. Et pendant très longtemps, on a été dans cette volonté. C'est pas forcément qu'il y avait la connexion. Mais en tout cas, il y avait le désir de se dire, se connecter au plus grand. Si on prend les peuples premiers, les Amérindiens, alors eux, c'est complètement intégré. Mais si on prend, le grand esprit est partout. Mais du pareil pour l'Antiquité. L'Antiquité, tout est conscience. Il y a des dieux partout. Et donc, on respecte, tu vois. On fait attention de ne pas déranger. On est là en observateur pour contempler la vie. Chez les Celtes, c'est pareil. En fait, si on commence à faire le tour de l'ensemble des civilisations de l'humanité sur les 5000 dernières années, ou plus, nous sommes une exception. Nous sommes la première civilisation qui s'est décorrélée du sacré, qui a renié, on peut dire, le grand esprit. À partir de là, une fois qu'on a fini de renier le grand esprit, ben on s'attaque à l'âme humaine. C'est le mécanisme de déshumanisation. L'homme devient une marchandise. Alors, tu vois, on va me dire, oui, mais à l'Antiquité, t'avais des esclaves et tout. Oui, mais attends, les esclaves de l'Antiquité, tu sais comment ça se passait en réalité? En fait, tu sais, je travaille avec Anne, qui est spécialiste de l'Antiquité. Mm. Que j'ai reçu dans ce podcast d'ailleurs, Anne Lagière. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter son podcast, Anne, quelqu'un que j'adore. Et on échange beaucoup, mais c'est pas du tout l'image qu'on s'en faisait, en fait, tu vois. Mm. C'est une image complètement déformée parce que on projette notre image du présent sur le futur, mais aussi sur le passé. Et comme on est dans une société de prédation, de domination, eh ben on projette la même chose sur le passé. Mais le Moyen-Âge n'était pas comme on l'imagine, l'Antiquité n'était pas comme on l'imagine, etc. Tu vois, c'est toujours le même. On projette en fait notre vision du monde à la fois sur le futur et à la fois sur le passé. Donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend que tout ça, c'est une illusion, quoi. Donc, l'idée de progrès a été vidée de l'idée du sacré. À partir de là, eh ben, ça fait toutes les dérives de notre société moderne qui vont quand même jusqu'à l'anthropocène, parce qu'on fait quand même très très fort, hein. On arrive quand même, il reste 25% d'espace naturel sur Terre. On va bientôt arriver à les détruire, t'inquiète, Anthony. On y travaille, on y travaille. Consommons, nous allons y arriver. Courage. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ouais, tout à fait. Et
Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Point. Il ne sera pas. Euh, donc ce processus, tu vois, de désacralisation, euh, c'est que progressivement, le rapport de l'humain au monde s'est vidé de son aspect transcendantal, mais dans tous les aspects, tu vois. Et donc les gens se consomment, tout ce qui pouvait être partout où il y avait du sacré, ça a été touché. Mais ça participe d'un processus. Pour moi, ce processus-là est un mal nécessaire pour amener collectivement l'humanité à une prise de conscience supérieure. Ça, tu vois, c'est pour dire le côté positif, d'une certaine manière. C'est comme une crise d'adolescence, tu vois, comme une mue, en fait. Mm, mm. On est comme une chenille dans son cocon, en train de muer, qui va donner un joli papillon. Et c'est ça la vision de l'ère du Verseau, de cette nouvelle conscience de l'humanité. Et on change de conscience. Mais simplement, on est au début du processus. Ça se trouve, ça va prendre, je sais pas, plusieurs centaines d'années ou quelques milliers d'années, tu vois. Mm, mm, C'est ça que dans le temps, dans la mm. temporalité, je dis attention. Euh, On a besoin de toucher le fond pour pouvoir remonter, mais là, en fait, on croit qu'on a touché le fond, mais pas forcément, en fait. C'est ça non, qui est terrible. non, on n'a pas touché. Et d'où cette idée de réenchanter le monde en recréant une vision d'avenir, inspirée par le vivant, et celle où la nature, tu vois, est une source d'inspiration. On voit bien que les anciennes, moi j'appelle ça les anciennes religions, bah, c'est un échec. Je suis désolé s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans des... Si on regarde historiquement, mais là, qu'est-ce que ça apporte? Non, il y a un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, c'est peut-être justement une nouvelle conscience de dire, mais oui, en fait, les végétaux ont une intelligence, il y a une interaction, on peut le prouver. On n'est pas seul, on est relié au monde du vivant. Et ben, notre job, tu vois, de thérapeute, la naturopathie dans ses profondeurs, c'est de nous on s'est décorrélé, désynchroniser. C'est de nous resynchroniser, de nous réharmoniser à l'univers, à la Terre, au cycle de la nature. Qui regarde les étoiles aujourd'hui? Qui fait un bain d'étoiles, tu vois? Qui, aujourd'hui, prend le temps de regarder le ciel, de regarder le lever de soleil, d'observer les saisons? Et pourtant, tu vois, l'horloge, elle tourne, l'horloge cosmique, elle est là, et on est décorrélés. Les fêtes avant sacrées, c'était pas pour rien. C'était pour se synchroniser. Ah, tu vois, là, il y a un engouement pour les fêtes celtes. Mais on n'est plus des Celtes. Donc il y a une nouvelle compréhension à avoir. Et c'est ça l'ère du Verseau, c'est partir, s'inspirer, essayer de comprendre ce que les anciens avaient touché du doigt, mais pour le comprendre avec un nouveau regard, avec plus de conscience. On a la chance, c'est qu'on a un intellect cerveau gauche très développé. Et tu vois, imagine si on arrivait à quantifier, Anthony, toute l'intelligence cerveau gauche présente sur la Terre, là. C'est colossal, là. Imagine que cette intelligence, elle soit guidée par une vision transcendantale au service de la vie. Et tu vois, ça me donne beaucoup d'espoir, parce que je me dis que si demain, et je ne sais pas si, c'est quand demain, l'humanité va se reconnecter, on va aller très très vite. Et ce qui, moi, me donne vraiment la foi, c'est de voir ce qui se passe sur mon terrain. Tu étais venu ici, et ben le peu de choses que j'ai faites, parce que c'est pas grand-chose en réalité ce que j'ai fait, déjà, le programme de vie se redéveloppe tout de suite. Les oiseaux y reviennent, les plantes se développent. Et la vie, elle attend que ça, en fait. Elle attend que ça, que tu vois, qu'on soit des artisans de la vie, des jardiniers de la vie, des jardiniers sur Terre. Et tu vois, dans les accompagnements que je propose, il y a, à un moment donné, il y a un exercice qu'on fait avec la personne en fin de cycle, ou dans un état de méditation, de relaxation, de sophronisation, on se demande de se projeter à un âge très âgé, à la fin de sa vie. Et quelle serait en fait une vie réussie, tu vois, qu'est-ce qui lui remplirait, qu'est-ce qui remplirait son cœur, son âme? Et très souvent, je dis pas 100%, mais très très souvent, ce qui ressort, c'est l'image d'un grand verger avec ses arrière-petits-enfants qui sont là en train de gambader dedans et en train de manger les fruits des arbres que cet homme a plantés. Et ça, c'est Magnifique. peut-être la vision de... Voilà. C'est beau. Mm. Voilà. Génial. Euh, on est devant une impulsion transformatrice nouvelle.
Euh, Là, actuellement, tu sais, c'est le principe du yin et du yang. Le yin et le yang, c'est deux principes. Quand on croit quand il y a plus que du yang, il y a pratiquement plus de yin. C'est le petit plan blanc. Il y a que du noir autour. Et quand on pense que il n'y a plus aucun espoir, c'est fini, pouf, ça réapparaît. Là, actuellement, c'est l'idée même du futur qui est menacée par la peur. La peur n'évite pas le danger, ça on le sait. Et la peur peut être un moteur pour aller justement vers autre chose. Alors bien sûr que là, si on se place d'un point de vue très factuel, tu vois, le futur, il n'est pas très très glorieux. Mais c'est regarder plus loin. Parce que sinon, c'est l'avenir qui meurt en nous. C'est ce que j'ai noté. Si on perd tout pouvoir sur nos sentiments, enfin, si on perd cette conscience qu'on a un pouvoir de façonner, de choisir et de transformer le monde, on perd l'idée même du futur. On est des punks, nos futurs. Tu vois? Et le fait de se connecter à cette impulsion nouvelle et de la percevoir, et quelque part, tu vois, t'en es la preuve vivante. Parce que t'es une anomalie là-dedans, Anthony. C'est pas normal, tu vois. Ben oui, t'avais un niveau de vie, t'avais un statut, t'avais ceci, t'avais l'argent, t'avais, je sais pas quoi d'autre, mais bref, tu vois, t'avais socialement ce que tu représentes, c'est, c'est un peu quand même, limitant. T'étais pas chez Air France quand même. Et si, En plus! j'étais commandant de bord. Et comme ça, tu peux le dire ou c'est indiscret? C'est un poste assez combien l'année, ça, commandant de bord? Non, mais j'aime pas trop en parler. D'accord, Je t'aimes trouve pas que trop. ça Je a veux dire, pas c'est de c'est un peu plus que d'intérêt. le SMIC, quoi. Enfin, t'es Ouais, voilà, confortable. un peu plus que le SMIC, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais tu te rends compte, le chemin pour faire ça? Mm. Eh bien, ça, c'est l'impulsion du l'air du Verseau. Ouais, ouais, C'est cette complètement. Mm. nouvelle humanité qui arrive. C'est cette émergence d'un nouvel espoir, d'une nouvelle vision de l'humanité. Et en fait, vous êtes tués très nombreux à ressentir cette impulsion. Et souvent, les gens sont coincés dans leur peur. Tu vois, ça serait intéressant peut-être d'approfondir et de faire un podcast sur la peur justement du changement. Parce que c'est un processus de renaissance intérieure. Tu vois, ce que tu as vécu, c'est ça, c'est une renaissance. Et c'est une reconnaissance de ce que tu es, de ce que tu as. Et cette reconnaissance, elle touche au sentiment du sacré. Elle touche à autre chose, en fait, en soi. Voilà, donc c'est un peu tout ça, cette nouvelle vision qui émerge, en sachant qu'on est au tout début de ça. Ouais, voilà. Mais c'est la Terre aussi qui rentre dans un nouveau cycle d'évolution. Donc c'est quelque chose qui se passe au niveau physique, au niveau de ce que la Terre émane, tu vois. Euh, on s'est décorrélé, donc la conscience, si tu veux, c'est décorrélé de la matière. Pendant très longtemps, il y avait ce lien, en fait. Euh, on s'est décorrélé, mais c'est logique aussi. C'est comme si on s'était perdu dans la matière. La vision systémique, la vision spiritualiste, cette recorrélation emmène en fait une quête de sens dans l'existence. Et là, on touche aux trois questions fondamentales, hein. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Mais t'as plein de gens, tu vois, qui ne se sont pas posé de questions. Ils ont fait leurs études, ils ont leur boulot, ils ont de l'argent, ils consomment, point. Et cette quête de sens, elle nous emmène sur des choix de vie, chose que tu as fait, avec des actes conscients. Donc, tu vois, le cheminement, et c'est intéressant, je trouve, de le décortiquer, parce que c'est ce qui va nous permettre quelque part que ça devienne viral d'une certaine manière. Hein. Matérialiser l'esprit et spiritualiser la matière. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut plus être dans une spiritualité New Age. Alors tu peux dire que c'est paradoxal parce que l'ère du Verseau, ça a été très New Age. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans quelque chose de concret, donc de connecter à quelque chose de plus grand en nous, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Tu vois, ça, c'est de cet ordre-là. Et là, on touche en fait aux trois concepts de la volonté dans la matière. Tu vois, je suis en train de revisiter l'enseignement de la naturo et de remettre en fait l'hydrologie dans la technique majeure. Mm. Tu sais qu'avant, c'était en technique majeure. Pourquoi? Parce qu'en fait, les trois techniques majeures en naturo que sont l'hydro, donc l'utilisation du bain chaud, du bain froid, de l'eau froide, la diététique, l'alimentation, c'est-à-dire je choisis ce que je mange, je sélectionne, je refuse certaines choses, et l'exercice physique.
ces trois techniques demandent un point commun, c'est la volonté. À partir du moment où on muscle la volonté, on renforce son cœur. Le fait de muscler sa volonté, on renforce son intellect pour donner une direction à sa vie, qui est une direction transcendante, parce que l'idée de la nature, c'est quand même de se perfectionner physiquement, émotionnellement, mentalement, et de se connecter à. Donc au niveau physique, ça correspond à la volonté. On est dans le cœur. Au niveau de l'âme, c'est l'amour. Connecté dans notre cœur, tu vois, à cette humanité. C'est l'amour. Et au niveau du mental, c'est se connecter à la sagesse du grand esprit. On retrouve la Trinité, corps, âme, esprit. Agir que sur le corps physique, sans cette dimension d'amour du cœur et sans cette connexion à quelque chose de plus grand, c'est rester dans cette dimension désacralisante. C'est aujourd'hui la tendance que prennent beaucoup de naturopathes. Ils sont très forts physiquement, sauf que leur cœur, il est comment? Et est-ce qu'ils se tournent vers, tu vois, quelque chose de plus grand? Euh, voilà, c'est un peu, ouais, un peu tout ça. Notre âme, en fait, voilà. L'idée, c'est ce que font c'était la vision des chamans amérindiens, c'est se connecter à l'enseignement de sagesse du grand esprit, qui est présent dans la nature, ce qu'on appelle le grand livre de la nature vivante. C'est-à-dire que la nature contient en elle une sagesse, un enseignement, et c'est ce que faisaient les anciens Grecs. Pour ça, ils contemplaient. Qui prend le temps de contempler la nature aujourd'hui? Quand tu es au bord de la mer, tu vois, il y a cet état contemplatif. Quand tu es en canoë sur la mer, tu as quelque chose qui se passe de contemplatif. Et là, tu reçois des informations par la perception sensible. Je n'ai pas trop développé. Je reprends la perception sensible de Cliff Baxter. Cliff Baxter, sur ses plantes, ouais, je suis compliqué à suivre, hein, les gens qui nous écoutent, purée. Ah non, ça va, ça va. Cliff Baxter, avec ses plantes, il s'est rendu compte qu'en fait, dans l'infiniment petit, il y avait un réseau comme des neurones végétaux. Mais c'est pas des neurones végétaux, on appelle ça les microsomes. C'est une trame qui est dans l'infiniment petit, qui est vraiment d'une taille, tu vois, toute petite. Et qu'en fait, le monde du vivant est issu de cette trame. Cette trame émet comme une fréquence. C'est l'interface avec le champ quantique. Et on est tous connectés. Ça explique énormément de choses. Et c'est ce qu'on appelle la perception primaire. C'est qu'en fait, on reçoit des informations à la fois par nos cinq sens, qui sont analysées par notre intellect, et notre cerveau droit, il reçoit des informations en permanence de la trame, de l'ensemble du champ du vivant. C'est ce que font les chamans. Donc, quand on arrive à décorréler, alors sur le coup, on décorrèle les cinq sens de nos croyances et qu'on arrive à activer son cerveau droit, eh ben, on se connecte à la trame. Voilà. Ce qui explique beaucoup de choses qui peuvent paraître paranormales, et en fait, qui sont complètement naturelles. Eh ben, c'est ce que faisaient les peuples premiers. Tu vois, on arrive à l'expliquer de manière intellectuelle. Mhm. Alors, c'est pas parce qu'on l'explique de manière intellectuelle qu'on va se reconnecter. Comprendre, savoir n'est pas connaître. Se connecter à la trame pour écouter, ça, c'est une autre histoire. Ça demande vraiment de vidanger son cerveau gauche. Mais c'est comme ça que les anciens faisaient pour se connecter au grand esprit et capter la sagesse du grand livre de la nature vivante. Une fois qu'on a capté cette sagesse, qu'on est connecté, et ben en fait, notre âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contemple la beauté du monde. C'est que le rôle de l'homme sur Terre, c'est quoi? Est-ce qu'on n'est pas juste là pour, tu vois, contempler la beauté de la création et juste prendre soin? Et tu vois, c'est ce changement de paradigme. Ce changement de paradigme, c'est plus actuellement, on est dans qu'est-ce que la vie peut nous donner, qu'est-ce qu'on peut prendre. Et ben, ce grand changement de paradigme, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir rapporter, mais de réellement positif, connecté, et qu'est-ce que on va pouvoir donner au monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, comme me disait Coco, le gorille, euh, pour soigner la planète. Tu sais, quand j'étais gamin, et c'est là où je sais que ça vient pas de cette incarnation, quand j'avais 4-5 ans, qu'on me demandait ce que je voulais faire, je répondais que je voulais être vulcanologue comme Haroun Tazieff pour prendre soin de la Terre et la soigner. Mhm. Mais je disais ça, c'était en 78. Tu vois, c'est pas quelque chose qui vient de cette vie. C'est ce qu'on appelle des contrats d'âme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ressentent des choses puissantes comme ça en elles. Et moi, j'ai qu'une chose à dire aux gens qui nous écoutent, c'est que si ça te parle, si tu as notre échange, ça, ça, ça,
ça résonne. C'est vraiment important aujourd'hui de suivre sa conscience. On a le droit d'être des objecteurs de conscience aussi, tu vois. C'est important aussi de dire, bah non, ça, j'objecte, tu vois. Euh, tous ces hommes qui sont à la guerre actuellement, qu'est-ce qui les oblige? On pourrait très bien dire, bah non, après tout, non. Vous démerdez. Je monte pas dans mon avion de chasse pour aller bombarder à tel endroit. Je laisse tomber les armes. Allez vous faire foutre. Je suis pas venu. C'est pas la vie, ça, tu vois. C'est la mort. C'est de ça dont il s'agit, tu vois. T'as vu le film La Belle Verte? Hein. Ouais. Ouais, je vous conseille de voir, hein, les gens qui nous écoutent, La Belle Verte. Ben, tu vois, c'est ça dont il s'agit qu'à un moment donné, il crée une sorte de démission collective des cadres qui sont. Ça, je rêverais de voir un mouvement, tu vois, démission collective des cadres qui sont dans les tours à la défense et que les gens ils lâchent tout ça et disent non mais qu'est-ce que je fais là, tu vois. Ouais. Pour ça, t'es un mec dangereux, Anthony. Hein. T'en es conscient ou pas? Et tu sais que Ouais. bon, pour les gens qui savent pas, en fait, peut-être expliquer que j'ai démissionné d'Air France de mon poste de pilote il y a peu de temps, après une longue réflexion de plusieurs années sur le sens de ce que je faisais, sur l'impact écologique voilà, de mon activité. Et à cause de ce que tu disais au début, d'une sorte de malaise, en fait, que je nomme éco-anxiété. Mais en fait, j'avais deux options quant à ma démission. C'était soit de partir dans le silence, et j'ai pensé faire ça, vraiment partir voilà, de mon côté, en disant rien à personne, ou alors le rendre public. Voilà. Et j'ai décidé de le rendre public, euh, pas pour flatter mon ego, mais justement pour être le, un- procurer un témoignage au monde, en fait, de ce que j'ai vécu et permettre aussi à d'autres d'accueillir ça en eux. Donc c'est exactement ce que tu dis. Ouais. Ah bah je t'écoute, hein. Je t'écoute. Non, c'est Ouais, toi ouais. l'invité aujourd'hui. Ah d'accord, oui. Ouais, mais c'est en fait ce qui est paradoxal, c'est que c'est des démarches. Cette démarche, elle est très intérieure. Est-ce que c'est possible que ça se touche collectivement? Je sais pas. Est-ce que c'est possible d'être viral? Je l'espère. Euh, Ce qui est sûr, c'est que c'est faire le colibri. Et c'est peut-être le plus important, en fait, là-dedans. Euh, les graines qu'on sème ne nous appartiennent pas. Souvent, ça m'est arrivé à l'époque où je faisais les salons bio, je faisais des conférences dans les salons. Et parfois, j'ai des gens qui venaient me voir après sur mon petit stand et qui me disaient: Ah, monsieur de la Monica, vous avez fait une conférence à tel moment, vous avez dit ça. Ah oui, mais ça m'a. Et en fait, j'avais aucun souvenir de ce que j'avais dit. C'est dans le sens où ce que j'avais dit, ben, moi, je l'avais dit parce que, tu vois, ça sortait de moi, en fait. Et j'avais pas d'intention non plus, en fait. Et je crois que cette notion de témoigner, elle est juste importante, quoi, de partager aussi son point de vue sur la vie, sur ce que nous sommes. Euh, la question de qui sommes-nous, elle est carrément essentielle de se poser comme question, cette question-là. Euh, D'un point de vue, ce que disent les enseignements spirituels, la sagesse, les différents enseignements de sagesse, c'est que nous sommes une conscience qui venons habiter la matière. La conscience qui est présente partout. Et que le monde dans lequel on vit est une densification de cette conscience. Et c'est vrai que c'est troublant parce que qu'est-ce que nous dit la physique au début, le premier atome à la 7e seconde de création de l'univers? Un atome d'hydrogène. Et que tous les atomes d'hydrogène ont été créés à ce moment-là. Donc c'est-à-dire que les atomes d'hydrogène qui sont présents dans les molécules de notre corps, dans l'eau de notre corps, elles ont en elles la mémoire de tout l'univers, toute l'histoire de l'univers. Et les molécules de notre corps, c'est du recyclage. C'est Mm. des atomes recyclés qui ont été dans des animaux, qui ont été pierres, qui ont été arbres, qui ont été autres corps humains. Donc toi, c'est une reconfiguration de molécules d'atomes, enfin d'atomes qui donnent des molécules qui se structurent en un corps avec des organes qui ont des fonctions. C'est un véhicule. Mais nous, on n'est pas ce corps. Notre corps, il change. Et j'ai 50 ans, je peux t'assurer que j'ai pas le même corps qu'à 20 ans. Est-ce que je pourrais retrouver mon corps de 20 ans? Ça va être compliqué. Donc je ne suis pas que ce corps.
Ce corps, il change. Nos pensées, c'est pareil. Tu sais qu'on a à peu près 40 000 pensées par jour. Alors, on arrive à calmer le flot de la pensée par la méditation, à la baisser. Et c'est un sacré soulagement. Ne plus penser, c'est quand même vachement plus sympa, hein. Quand tu vois, dans le côté pensée quotidienne. Et nos sentiments, c'est pareil. Regarde nos sentiments. On peut aimer quelqu'un, après on peut le détester. Donc tout ça, c'est impermanent. C'est ce que le bouddhisme, notre corps physique est impermanent. Nos émotions sont impermanentes. Nos pensées sont impermanentes. Par contre, il y a une partie de nous-mêmes, qui est cette conscience, qui est la même, qui ne change pas, qui est connectée à quelque chose de plus grand. Et c'est là tu vois, c'est là où ça se place, quoi. Et l'idée, c'est que nous sommes une conscience, nous sommes comme une petite étincelle, comme un petit photon d'une lumière qui vient animer, qui vient structurer notre matière. Et là, c'est notre partie du nous, qui n'est pas le jeu. Et le truc, c'est qu'on s'est tellement identifié à notre petit jeu qu'on a oublié le nous. Tu vois, et là, on est vraiment dans le paroxysme du jeu dans notre société. Parce qu'on a tout mis sur le jeu. Et le collectif, il n'existe plus, en fait. Il est en train de se désagréger, on le voit bien. Qu'est-ce qui unit les gens Eh bien, peut-être que la remontée, tu vois, c'est de resacraliser la vie, réenchanter le monde, le revivifier, revigorer. Mais vraiment au niveau physique, c'est qu'il y a besoin que les écosystèmes ils soient régénérés, nettoyés, dépollués. T'imagines tous les continents de plastique, par exemple. En fait, on a créé du boulot pour des générations et des générations. Voilà, donc c'est ouais, c'est peut-être ce qui va se passer. C'est le début C'est le début. de Voilà, quelque chose. Mm. exactement, c'est le début. C'est le début. Ouais. Et le fait d'avoir cette vision, ça donne aussi beaucoup de force. Tu vas dire, ce qu'on fait, c'est pas pour notre petit jeu, c'est pour le nous des générations futures. Moi, les arbres que j'ai plantés dans mon verger, c'est des arbres sur port franc qui vont donner peut-être en 5-10 ans, mais qui vont donner pendant presque une centaine d'années. Je serai plus de ce monde, en tout cas sous cette forme actuelle, hein. Si je suis pas passé en limace. Ça, c'est une private joke avec Anthony. Un petit message que je t'ai envoyé. Mais et je crois que c'est important aussi, tu vois, de se dire quel sens on donne à notre vie, comment on l'oriente, qu'est-ce qu'on veut laisser au monde, tu vois. C'est quoi qui est l'essentiel en fait. Et là, on se rend compte que la plupart, ce que je disais tout à l'heure, la plupart des activités humaines sont futiles, n'ont pas de sens en fait. Redonner du sens. Ouais. Mm. Je pense que ça donne pas mal de matière à réflexion, tout ça. D'introspection. C'est ça. C'est un travail d'introspection, ouais. Ouais. Génial. Voilà. Il y a autre chose que tu voulais nous partager? Bah, comme ça là, Pour aujourd'hui, on a aujourd'hui c'est pas mal, déjà, hein. c'est déjà pas mal, hein? Ouais, je crois qu'on est Là, bien. je pense que là, il y en est bien, ouais. Je pense qu'on On est en a bien. pour plusieurs années, là, avec ça. Oui, moi, c'est ce qui m'anime en fait depuis toujours en fait, hein. Mm. Euh, pour les gens qui sont encore là, je voulais vous remercier d'abord parce que ce podcast il est long, il sera peut-être en deux parties, je sais pas. Euh, c'est pas un chemin qui est facile en fait, hein. Attention, c'est pas, tu vois, on n'en parle pas des difficultés. Et je pense que dans ton parcours, pareil, dans tes choix, t'as dû passer par des doutes, des peurs. C'est inconfortable parce que c'est marcher en fait à contre-courant de la société actuelle, qui est elle à contre-courant de la vie, et se reconnecter au sens de la vie, tout en ayant les contraintes toujours tu vois, de ce monde, les factures, l'argent qu'il faut gagner, etc. Donc moi aujourd'hui chez moi c'est une forme je vais pas dire de souffrance, mais le temps, tu vois, le temps, il y a aussi ça, cette notion, on n'a pas parlé du temps, Anthony, mais qu'est-ce qu'on a en fait de plus précieux, c'est le temps. C'est le temps qui passe, il revient pas. Mm. Moi, j'aimerais passer beaucoup plus de temps à faire des choses pour la nature. Et, mais bon, je suis limité. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Tu connais la chose la plus dure qu'on ait dû apprendre à faire dans notre vie? C'est à marcher.
Hmm. Donc, vous qui nous écoutez, si tu sais marcher, tu sais tout faire. C'est juste des peurs du mental qui ne connaît pas. Et la routine du quotidien est de rester en fait dans sa zone de confort, dans ce qu'on connaît. Mais en réalité, on a un potentiel qui est quasiment infini. Si on prend quelqu'un à l'époque du Moyen Âge ou un Celte et qu'on lui montre notre société, il va se dire c'est pas possible ce que tu vois, il va se dire c'est pas des humains qui ont fait ça. C'est hors du champ du possible. Eh ben, ce changement de paradigme, il est de même nature. Pour l'instant, ça paraît hors du champ du possible de se dire qu'une humanité un jour arrêtera de polluer, va travailler sur d'autres valeurs, avec un autre système scolaire. Ça sera plus un système scolaire comme ça, que le rapport homme-femme sera encore différent, etc. Qu'on aura tu vois, c'est une reconfiguration de l'ensemble de notre rapport au monde et à soi-même et du sens qu'on donne à sa vie. Pour l'instant, quand je parle comme ça, il y a des gens, ils vont se dire, mais c'est un truc de barjot. Le mec est fou, quoi. Hmm. Mais de la même manière que si on avait parlé à l'époque des Celtes de ce qu'on vivait là, ils nous disaient, vous êtes complètement fou, mais c'est pas possible mais non, vous pouvez pas vivre décorrélé des cycles de la nature. Vous servez plus de la pleine lune pour faire telle et telle chose. Mais vous avez transgressé toutes les lois, mais vous êtes plus en connexion avec les esprits de la nature. Vous entendez plus. Tu vois, les mecs, ils imaginaient pas qu'un jour, l'humain puisse se couper de sa perception sensible. C'est ça qu'il faut bien voir. C'est de cet ordre-là, tu vois. On s'est coupé, en fait. On s'est perdu, en fait, dans la matière. Donc, en route. Allez, en avant. Allez, j'ose ou pas? Je dis en Ok, marche ou pas? en marche. Voilà. Tu sais que En Marche, c'est EM, Ouais. Les Emmanuel EM, Macron. des micro-organismes efficaces. EM. Pour moi, les EM, c'est des micro-organismes efficaces. C'est l'abréviation. Des micro-organismes efficaces, c'est en fait les formes de vie élémentaires qu'on met dans le sol pour régénérer le sol. Hmm. Ouais. Génial. Bon, bah merci Jean-Philippe. Je rappelle quand même que tu organises des stages Oui. de santé naturelle, donc par Oui, exemple de réflexologie. Qu'est-ce que tu fais comme stage cette année? alors en fait, cette année, j'organise l'été différemment. En juillet, c'est des formations de transmission et d'éveil de la perception sensible pour des thérapeutes. Donc, il y a des gens qui sont sur le chemin de devenir thérapeute. Donc, on va proposer la réflexologie plantaire, les massages de points de Knapp et une formation d'une semaine en sophropsycho avec mon épouse, naturo-sophropsycho, de à la fois travail sur soi et d'acquisition de la posture thérapeutique et de protocoles en fait d'accompagnement. Et au mois d'août, j'organise des stages grand public où là, c'est des retraites naturaux, justement pour se reconnecter en pleine nature. Donc, on va vivre au rythme de la nature, aller méditer auprès d'un dolmen, lever du soleil. On va appliquer en fait toutes les techniques naturaux dans cet état d'esprit-là. Mhm. Voilà. Avec des temps de méditation, avec des conférences, des temps de partage. Donc là, c'est pas une formation, c'est une expérience de vie. On va expérimenter l'ensemble des outils naturaux. Tu vois, en fait, l'idée, je veux proposer ça pour des gens qui s'intéressent à la nature ou même pour des naturaux qui ont été que derrière des écrans durant toute leur formation, pour vivre en fait l'expérience et de voir qu'est-ce qui se passe en eux en une petite semaine de 5 jours, en se reconnectant. Et en fait, ce qui est incroyable, si tu veux, c'est que c'est tellement naturel que on se reconnecte très très vite. Mhm. Ouais, ouais, je confirme. Mhm. Hein. T'as vu quand tu viens chez moi dans notre écolieu, au bout du deuxième jour, le fait d'être marché pieds nus, d'être dans cette ambiance, pourquoi? Parce qu'il y a toutes ces forces de la nature qui sont là. C'est des vibrations, en fait. Et puis les arbres, je leur parle avant, je leur demande de s'occuper. Bon, il y a Anthony qui va venir, il va falloir s'occuper de lui. Hein. Vous allez l'aider à ce que il arrête de s'envoyer en l'air comme ça, là, dans cet avion, là. C'est pas C'est pas très possible. scientifique ce que tu nous dis là, hein. Ah non, alors moi, non, mais si, c'est très scientifique. C'est scientifique, mais sur le côté cerveau droit. Ouais. Il y a vraiment une force de la nature qui agit. Ça moi, j'y crois beaucoup. Et je pense que c'est auprès de ces forces, on a le droit de demander de l'aide, en fait. Les personnes qui nous écoutent, si ça vous parle, que vous êtes en chemin, demandez intérieurement de l'aide aux forces de la nature. Demande auprès d'un arbre, tu vois, auprès d'une pierre,
Et tout ça, ça peut être développé, on n'a pas le temps de développer, mais l'explication, elle est en fait hyper logique. Voilà. Ok. Donc voilà, je propose ça, et puis là, je vais commencer à proposer aussi des formations en ligne et des accompagnements aussi en distanciel pour un travail sur soi. Voilà. Ok, bon, sinon je rappelle que ton cabinet est à Figeac. Figeac, c'est ça, ouais. Voilà. Et puis, bon, je te pose quand même la dernière question que je pose d'habitude. Quel serait le premier conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour améliorer leur santé? Pour prendre soin de leur santé, plutôt. Eh ben, de moins regarder les écrans, de prendre le temps de respirer, de se connecter à leur souffle, de se reconnecter à la nature aussi. Il y a plein de moyens de se connecter. C'est lié au souffle aussi. Donc, tu respires profondément, tu descends dans ton ventre, tu fermes les yeux. Si tu peux marcher pieds nus dans l'herbe, sur la terre, marche pieds nus. D'aller vers le contact de la nature avec un état d'esprit ouvert, sans attendre, sans vouloir, juste en fait à l'écoute. Quel que soit là où tu vis, si tu vis en ville, il y a des parcs, tu vois. Juste aller poser tes mains sur l'arbre, en fermant les yeux et en laissant le souffle t'habiter. En fait, les choses sont naturelles. Ça permet d'abaisser son niveau du mental pour laisser place à autre chose en soi. Et d'accueillir une autre partie de soi-même qui est comme un petit voyageur intérieur qui murmure, tu vois, à l'oreille. Anthony, suis ton chemin d'âme. C'est un peu ça, voilà. Donc mon conseil, il serait là vraiment de faire appel, demander aux forces de la nature qui sont autour de vous, de vous reconnecter. Il y a plein de manières de le faire, par la respiration, tu regardes le soleil, les étoiles, tu vois. Voilà, et nourrissez cette relation, en fait, aux forces de la nature, aux éléments. Voilà. Génial. Bah écoute Jean-Philippe, merci beaucoup. Je te dis à bientôt et puis prends bien soin de toi. Merci, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Comme ni Jean-Philippe ni moi ne sommes médecins, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même, donc si vous le trouvez intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner, ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.anthonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou pour prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Voilà, rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.